Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Progrès politique, une série où nous invitons des différents politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux à venir répondre à nos questions. L'invité d'aujourd'hui est Francis Drouin, le député de Glengarry Prescott Russell au gouvernement fédéral. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. C'est l'été, comme vous pouvez voir, je suis habillé en mode été, j'ai pas de cravate, donc je profite pleinement de mon été. Avant de commencer l'entrevue, est-ce que tu peux nous dire vos titres officiels? Oui, je pense que vous l'avez très bien dit. Un des titres, c'est député fédéral pour Glengarry Prescott Russell. Puis je suis aussi secrétaire parlementaire au ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est déroulé dans le gouvernement pendant les derniers mois? Oui, au Parlement, on a toujours la législation majeure, c'est toujours le budget qui est important. Donc, pour nous, on a fait un choix de continuer à investir dans les Canadiens et Canadiennes. On sait que l'inflation, c'était dur sur non seulement ces Canadiens, mais partout à travers le monde. J'ai eu la chance de visiter plusieurs autres pays à travers le monde. Même si c'était difficile au Canada, on est quand même chanceux d'être ici, de vivre en sécurité, d'avoir quand même accès à de la nourriture qui est, je le reconnais, plus cher aujourd'hui, mais quand même abordable. Donc, on a passé quelques mesures pour aider surtout les familles qui sont les familles les moins nanties, accès à des soins dentaires. C'est un autre morceau une loi qu'on a présentée maintenant. Nos personnes âgées ont accès à des soins dentaires qui coûtent pratiquement rien. Donc, c'est pas tout le monde qui ont des assurances, qui sont chanceux d'avoir des assurances. Donc, on a reconnu qu'il y avait une faille. Puis, on est un pays du G7, puis je pense qu'on peut se le mériter. On est... souvent, les gens sont inquiets de la dette, mais je le rappelle qu'on n'est pas dans les années 90. Les années 90, 66 % de notre ratio dette au PIB représentait 66 % Aujourd'hui, on est à 42 % Donc, on est quand même en bonne santé financière comparé à même nos autres homologues comme les États-Unis, la France, l'Angleterre. On est quand même en bonne situation financière comparé à eux. Donc, c'est toujours un équilibre de... On ne peut pas répondre à tous les besoins, même parce que ça représente des coûts. Mais au Parlement, pour ma part, on a eu la chance de passer le projet de loi C-13 en septembre. Je n'ai pas eu la chance de vous parler depuis ça, parce que je pense que c'est une nouvelle émission. Donc, pour moi, les langues officielles est important. On a eu la chance de passer ce projet de loi-là l'année passée. Donc, un projet qui va avoir des impacts sur nos communautés, comme ici à Prescott Russell. Donc, pour moi, c'est un travail qui quand même est important. Pouvez-vous parler en plus de détail, c'est quoi la loi C-13 que vous venez juste de mentionner? Oui, bien c'est ça. La loi C-13, c'est la nouvelle loi sur les langues officielles qui n'avait pas été modifiée depuis 50 ans. Donc, on reconnaît que quelqu'un qui, comme nous autres, en situation minoritaire, bien, on a le droit de vivre en français de la petite enfance jusqu'au post-secondaire. Puis, ça, c'est quelque chose de nouveau, le continuum de l'éducation. Avant, on reconnaissait que c'était l'école primaire puis le secondaire, mais maintenant, on reconnaît que la petite enfance, donc quand on a besoin des services de garderie, bien, je devrais avoir le droit que mon enfant soit envoyé dans une garderie en français si les parents le choisissent. Mais ça, de continuer tout au long de son continuum d'éducation jusqu'au post-secondaire. Il y a 8 ans passés, on n'avait pas d'université francophone en Ontario, spécifiquement francophone. On a l'Université de l'Ontario français maintenant. Mais grâce au financement fédéral, on a été capable d'aller chercher 4 ans de financement, puis l'Ontario va assumer les prochains 4 ans. La loi C-13 protège aussi, on s'assure d'avoir... tu sais, dans la loi, c'est toujours des mots qui sont... la précision et les mots sont extrêmement importants dans notre loi. Bien, maintenant, toute la partie 7 de la loi, c'est toutes les mesures positives pour favoriser nos communautés francophones. Donc, comme vous faites ici aujourd'hui, une émission dédiée en français, bien sûr, notre audience publique, notre public cible, c'est les francophones ici à Rockland, Bourgette, etc., etc. Donc, ça, c'est une mesure positive. Si je fais un festival en français dédié aux francophones, bien, ça, c'est une autre mesure positive. Mais avant, si on allait en cours, on pourrait dire, bien, ah, ben, tu sais, vous avez fait une émission, c'est bon, c'est assez bon. Mais non, ça prend des écoles, ça prend des émissions, ça prend des festivals, ça prend d'autres organismes culturels qui œuvrent dans notre communauté pour vraiment que nos communautés puissent œuvrer en milieu
francophones minoritaires. Puis l'autre mesure importante dans le projet de loi C-13, c'est les seuils d'immigration francophones. Qui retournera principalement en 1971. Donc, pour s'assurer qu'on a le poids démographique du Canada de 1971, que les francophones soient reconnus en termes de poids démographique. Donc, on va favoriser une politique francophone dans les milieux minoritaires. Donc, on aimerait savoir, le changement climatique a eu un grand impact sur l'agriculture dans la région. Mais est-ce que c'est une priorité pour le gouvernement? Oui, absolument. Puis, malheureusement, les changements climatiques n'arrêtent pas aux frontières. Ça continue, il y a des événements qui peuvent arriver partout à travers le monde. Ça prend une réponse globale. Puis, ça prend une réponse qui est raisonnable aussi. Donc, on doit s'assurer. Notre plus gros défi, c'est de s'assurer que plus on va vers une économie verte, il faut s'assurer que la communauté d'affaires, la communauté peut suivre avec, parce que si ces changements-là sont trop rapides, mais là, des fois, la communauté peut être frustrée. Donc, de plus en plus, je tiens à le remarquer souvent, on peut avoir du beau temps ici à Rockland, mais juste au sud, à Russell, il peut y avoir du mauvais temps. Donc, quand je parle du mauvais temps, c'est pas juste de la pluie et le soleil. C'est vraiment, c'est des microclimats qui se développent de plus en plus, sont difficiles à prédire. Ça cause des problèmes pour même nos services de prédiction de météo parce que les données changent, c'est moins prédictible. On a vu ici même à Rockland des inondations qui sont supposées arriver aux 100 ans, même moi, ça fait juste 8 ans que je suis là, mais c'est arrivé 3 fois en dedans de 6 ans, donc c'est quand même, c'est des nouvelles réalités qu'on fait face. Puis d'autres pressions qu'on a aussi, c'est les compagnies d'assurance qui nous disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que notre capacité de payer quand il y a des événements catastrophiques n'est plus là. Donc, quels sont les impacts du changement climatique sur l'agriculture? Bien, souvent, on parle de périodes de sécheresse, on parle de périodes où trop d'eau dans les champs. Juste pour vous donner un exemple, en 2021, 20% des grains dans l'Ouest canadien n'a pas pu être exploité ou exporté parce que, justement, des grosses périodes de sécheresse, puis même ça fait 5 ans qu'ils passent à travers des périodes de sécheresse, puis ça a des impacts sur notre bœuf, par exemple. Toutes les grasslands dans l'Ouest canadien, maintenant, quand tu as des grosses périodes de sécheresse, mais ils sont obligés de faire de la gestion de l'eau, la gestion du pâturage, parce qu'ils ne peuvent plus juste laisser l'herbe coupée sans faire une gestion propre. Donc, ils sont obligés de penser, bien, si l'année prochaine, on a encore une autre période de sécheresse, est-ce que ça vaut la peine d'avoir du bétail? Parce que je ne suis pas capable de nourrir les troupeaux que j'ai à la maison. Ils se nourrissent du pâturage. Ici même à Prescott Russell, dans l'Est canadien, par exemple, on a vu des ouragans qui ont menacé le secteur du vin, même le maïs, parce que les plants étaient tout couchés, donc c'est dur à récupérer ces grains-là. Puis ça a des impacts sur les argents du gouvernement. On a un programme qui s'appelle Agri-Relance. Donc, la majorité du temps, oui, il y a des assurances, mais encore là, c'est que l'assurance, oui, c'est important pour la couverture financière de l'agriculteur, sinon il ne voudra plus continuer. S'il n'est pas capable de faire de l'argent, lui aussi, il a le droit de nourrir sa famille, ou elle aussi, elle a le droit de nourrir sa famille, il ne pourra plus continuer. Mais Agri-Relance coûte de plus en plus cher d'année en année, que ce soit en Colombie-Britannique, en 2021 encore là, avec les inondations, dans l'Est, un ouragan, dans l'Ouest, des périodes de sécheresse. Même en Ontario, dans différents secteurs, il y a des fois, c'est des périodes de sécheresse où c'est trop trempe, où le mois de mai il est trop froid, donc on a déjà planté, puis là, oups, on a une période de gel. Donc, c'est toutes des choses auxquelles nos agriculteurs ne faisaient pas face à ça avant, de façon, je dirais, prédictive. C'est très difficile à prédire ce qui va arriver. Puis je pense que c'est ça que l'impact des changements climatiques a sur notre communauté agricole partout à travers le Canada, puis partout à travers le monde. Moi, j'ai été au Nicaragua en 2016, puis il y avait des puits qui étaient complètement asséchés. Donc, la période de sécheresse, au lieu de durer quelques mois, dure maintenant 6 mois.
Puis la terre est plus, c'est impossible. Si j'ai pas accès à de l'eau, c'est impossible de faire de l'agriculture. Mm-hmm. As-tu eu des investissements qui étaient faits dans l'agriculture face au changement climatique? Oui, on aide certains agriculteurs. Il y a toujours des agriculteurs qui sont à la fine pointe de la technologie. Puis je pense que c'est normal, la bell curve, quand on parle de ça, tu as toujours du monde qui sont des early adapters, qu'on appelle. Donc, eux, la plainte souvent que j'ai, c'est que j'ai pas eu de programme pour faire la pratique que j'ai maintenant. Donc, souvent, vous allez voir les terres agricoles qui vont pratiquer en anglais, on dit, j'ai pas le terme en français, mais c'est du no-till agriculture. Donc, au lieu de labourer la terre, ils laissent les anciennes plantations là. Donc, quand tu y penses, tu laisses le carbone dans la terre. Et tu n'as pas besoin de passer avec ton tracteur plusieurs fois pour labourer la terre. Donc, puis avec l'agriculture de précision, ce qu'ils peuvent faire, c'est, puis toute la technologie, les satellites, savent exactement où planter la graine en utilisant des engrais qui sont spécifiquement dédiés pour cette plante-là. Donc, au lieu, avant, on appliquait de l'engrais partout à travers notre terre agricole. Maintenant, aujourd'hui, avec l'agriculture de précision, ils sont capables de dire, bien, j'ai besoin d'un peu plus de potassium dans cet endroit-là, j'ai besoin du nitro dans cet endroit-là, au lieu de faire ça at large. Donc, nos agriculteurs sont vraiment à la fine pointe. Pour le Canada, on est chanceux d'avoir une communauté agricole qui est quand même à la fine pointe de notre technologie. Puis oui, on a des programmes justement pour aider. J'ai parlé des early adapters, mais sûr que ça prend un peu plus de temps pour les aider justement à avoir ces pratiques-là. Mm-hmm. Ouais. Puis il y a eu un investissement de 5,2 millions de dollars qui a été placé envers la recherche de l'orge. Comment est-ce que cet argent va être utilisé? Bien, la recherche de l'orge, quand on y pense, c'est fait. L'orge, on l'utilise pour faire de la bière souvent. Puis, si tu parles aux microbrasseries dans notre région, puis je pense à Beauce, en 2006, n'était pas capable de s'approvisionner de l'orge au niveau de notre région. Donc, aider nos agriculteurs à développer certaines orges qui sont peut-être plus résistants quand il y a des sécheresses ou s'il y a trop de pluie. C'est toujours la question de si tu as trop d'eau, bien, ça pourrit. Si tu n'as pas assez de pluie, bien, ça sèche. Donc, ce 5,2 millions-là va aider à faire cette recherche-là, à savoir comment on peut utiliser l'orge plus efficacement, puis un orge qui est plus résistant au changement climatique. Ouais. Puis comment est-ce que cet investissement va affecter les agriculteurs dans la région de Prescott-Russell? Donc, encore là, si on recherche toujours, un agriculteur il y a toujours des décisions à faire, à savoir est-ce que je plante. Il y a toujours une rotation qu'ils font normalement, puis on demande, la règle générale, c'est qu'il y ait au moins 3 variétés. Donc, une année, quand je plante dans un champ du maïs, bien, l'année d'après, je vais peut-être planter du soya au lieu du maïs pour s'assurer que les nutriments sont toujours dans la terre. Donc, puis souvent, ils vont rajouter une 3e. Des fois, ils vont faire du foin. Ou des fois, ils vont faire du blé ou ça serait le fun parfois qu'ils pourraient potentiellement mettre de l'orge s'ils veulent, ceux et celles qui veulent, parce que de l'orge, c'est foutu. C'est une infrastructure que ça prend, c'est pas planté comme du maïs ou du soya, mais plus on serait capable d'avoir de l'orge qui serait disponible dans un marché local, plus nos microbrasseries localement pourraient s'approvisionner localement, puis ça requiert moins de transport. Mm-hmm. Donc, pour un changement de sujet, oui. La loi C-18 a été implémentée l'année passée. Pouvez-vous nous parler, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand on parle de C-18, c'est toute la question de toutes les nouvelles, la façon qu'on consomme nos nouvelles. Donc, vous allez remarquer, si je consomme du contenu à la télévision, il y a toujours une partie de ces argents-là qui vont vers le fonds canadien, le Canadian Media Fund, donc le fonds média canadien, pour encourager nos artistes, nos artistes locaux à développer du contenu. Si un artiste ne peut pas faire d'argent, un artiste ne pourra pas créer du contenu. C'est toujours à propos de ça. Donc, soit que c'était à la radio, à la télé, il y avait une partie de ces fonds-là qui allait vers ça. Si je regardais le même contenu sur l'Internet, par exemple à travers Facebook ou à travers YouTube ou à travers Google, rien, 0 cent allait vers ce fonds-là. Puis c'est juste tout simplement de mettre un pied d'égalité avec les autres façons de consommer du contenu. Donc, pour s'assurer que de plus en plus nos jeunes ne regardent plus la télé, écoutent plus la radio, vont sur l'Internet. Donc, on veut s'assurer quand même que
s'il y a des fonds, du contenu qui est consommé en ligne, bien qu'il y ait une partie de ces fonds-là qui soit dédiée à nos artistes canadiens et canadiennes. Mais maintenant que Meta n'est pas venu encore avec le gouvernement, Ouais. les petites entreprises qui utilisaient ces médias sociaux-là pour leur visibilité, eux autres, ils ont souffert beaucoup de dommages à cause de ça. Est-ce que c'était pris en considération quand la loi était discutée? Oui, absolument. Puis, mais c'était la même bataille avec l'Australie. C'était la même bataille avec l'Europe. Donc, de plus en plus, les méga-entreprises comme Meta n'ont pas de souci pour la réalité locale. Mais si le gouvernement se pliait tout simplement à Meta, ben ça retournerait en principe, il y aurait zéro contenu. Nos médias, le journalisme en général a de la misère au Canada. Puis c'est un phénomène qui est réel partout à travers le monde. Mais en même temps, du bullying qui est fait par des entreprises comme Meta, c'est pas acceptable. Puis eux aussi ont un rôle à jouer à financer notre journalisme local. Puis je comprends que, bien, par exemple, comme TVC22, il y en a qui, Meta avait oublié de les enlever pour certains. Il y en a qui avaient survécu jusqu'à tout récemment. Puis là, Meta, finalement, a été les enlever. Mais je pense que les entreprises se sont réinventées puis ont été capables d'avoir une audience quand même on peut atteindre. Mais il y a eu une période d'ajustement, ça, je le reconnais. Mais il faut militer en faveur de, si on veut que notre journalisme puisse survivre à long terme, c'est une bataille qu'on a dû mener, mais le Canada n'est pas unique. L'Australie a passé à travers la même chose, puis l'Europe aussi. Donc, de là à ce qu'on se tient main à la main avec les autres pays. Maintenant, est-ce que le gouvernement essaie de trouver une nouvelle manière pour donner l'accessibilité à la nouvelle rapide? Oui, bien, je pense que quand on dit l'accessibilité à la nouvelle rapide, on parle aussi de la désinformation. Puis ça, c'est un phénomène qui est réel, très réel. Moi, je pense que, et puis, rajoute à ça l'intelligence artificielle. On peut, en quelques secondes, faire une impression. Je pourrais utiliser mon visage et quelqu'un pourrait m'impressionner et me parler en mon nom sans que ça soit sans que ça soit vérifié. Donc, je pense qu'on a, sans trop réglementer, je pense, encore beaucoup de devoirs à faire, à savoir, est-ce que, quand quelqu'un utilise l'intelligence artificielle, est-ce que le consommateur a le droit de savoir, oui ou non, dans certains contenus? On voit que la communauté artistique s'est prononcée en disant que l'intelligence artificielle vole mon contenu, vole mon visage, puis j'ai pas de retour d'investissement sur... Personne ne me donne d'argent, même si c'est pas moi même si c'est mon visage, même si c'est ma voix. Je pense qu'on a il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ça. Puis la nouvelle rapide, bien, la nouvelle rapide, je dirais, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de place au journalisme d'investigation, surtout quand j'en ai parlé de la désinformation. La nouvelle rapide, ça se consomme rapidement, un accident, mais ça prend toujours, Twitter, Facebook, un like, ça prend du temps à faire une investigation. Puis à un moment, même si on est habitué à consommer beaucoup de contenu rapidement, je pense qu'il y a un rôle dont le journalisme d'investigation doit continuer à faire ses devoirs afin de s'assurer de partager la vérité. Puis pour moi, la vérité, c'est important, même si c'est un politicien qui le dit, mais la vérité est importante pour que les consommateurs, les citoyens, les concitoyennes soient au courant de ce qui se passe réellement. Ouais. Vous avez mentionné que ce n'est pas toujours la vérité sur les médias sociaux, et cela est vrai. Mais pour les médias qui cherchent à donner de la nouvelle rapide pour leur audience, où est-ce qu'ils pourraient faire ça maintenant qu'on n'a plus accès à Meta? Bien, ils peuvent le faire sur Twitter, sur d'autres plateformes qui, eux, n'ont pas décidé d'agir comme Meta. Mais Meta, on est habitué. On l'a vu avec, comme j'en ai parlé tantôt, avec l'Australie, ils ont fait la même chose. Puis on est ouvert à continuer à négocier avec Meta pour qu'ils puissent partager des nouvelles à travers Facebook. Mais moi, je retournerais la question à Meta. Combien de temps veulent-ils habituer leurs consommateurs à consommer des nouvelles sur d'autres plateformes qui compétitionnent contre Meta? Puis ça, c'est à leur perte. Mais eux, Meta, en ce moment, se sentent confortables. Mais on continue à négocier avec eux. Google, on est venu à une entente avec eux. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas venir à une entente avec Meta. Mais reste que
tout le monde doit faire sa juste part. Et si Meta ne veut pas faire sa juste part pour appuyer le journalisme au Canada, ben too bad, so sad. Mais est-ce que le gouvernement va faire la promotion des autres médias que les gens peuvent aller chercher leurs nouvelles? Bien, je pense pas que c'est le rôle du gouvernement de faire ça, mais les médias le font déjà à travers les autres plateformes. Donc moi, depuis que je ne peux plus consommer de nouvelles à travers Facebook ou Instagram, je la consomme sur Twitter ou sur X maintenant. Donc, les gens, je pense, se sont habitués. Au commencement, j'attendais un peu de grogne, mais je pense que les consommateurs ont bougé vers une autre plateforme pour consommer leurs nouvelles. Puis, comme je l'ai dit, ma question à Meta, c'est combien de temps qu'ils veulent endurer ce genre de comportement-là, parce qu'un jour ou pas, ils perdent des utilisateurs sur Meta un public cible qui consommerait de la nouvelle normalement sur des plateformes numériques, que ce soit Meta ou les autres. Mais là, Meta, il n'y en a plus. Bon, ils vont s'habituer sur les autres plateformes. Il y a un marché qui va se créer, un autre marché qui va se créer. Bien, cela conclut notre entrevue. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à vous autres aussi d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à nos médias sociaux pour plus de nouvelles locales.